Salut! On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau format où j'avais envie en fait de vous faire rencontrer et de rencontrer moi-même des gens passionnés qui aiment raconter ce qu'ils font dans la vie. Je trouvais super intéressant de pouvoir partager les passions de gens qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font. Oui, je dis énormément le mot passionné. Ce seront pas forcément des gens qui travaillent dans le cinéma ou l'audiovisuel, mais des gens juste qui aiment ce qu'ils font. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous présenter Damien Maric, qui est un des cofondateurs de Overlook Events, qui organise des ciné-concerts au Grand Rex. Alors ciné-concert, pas vraiment. Justement, juste avant de faire l'interview, j'avais utilisé ce terme-là puisque c'est ce qu'on pouvait trouver sur ses affiches. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte que ce qu'il faisait, c'était plutôt des concerts de musique de film. Et oui, il y a une différence entre ciné-concert et concert de musique de film. Et ça, vous allez pouvoir le découvrir dans cette interview. J'espère que ce nouveau type de format va vous plaire et on se retrouve après. Bon bah merci beaucoup de nous accueillir dans ta maison, ton chez-toi. Ma deuxième maison, ouais. Le Grand Rex, Très j'adore ce lieu. Il est magnifique, je trouve, on a l'impression d'être dans un autre monde. Totalement, c'est juste beau. Donc toi t'as créé Overlook. Alors Overlook c'est un groupe à la base, mais Overlook Events c'est une société créée avec 3 associés en 2013, peu de temps après une grande aventure qui était celle de Bref. Et on avait l'envie de faire des spectacles, des ciné-concerts, et on a commencé avec les 30 ans des studios Pixar, c'était un énorme événement, c'était extraordinaire. Et puis après, tout de suite après, on a enchaîné avec énormément de concerts, et là, bien évidemment, c'était ici. Ici, parce que meilleure salle, et surtout meilleur concept. Centrale, voilà, concept, et puis on est dans un autre univers. Dès qu'on passe les premières portes dès l'entrée, on est absorbé par l'ambiance et on est hyper bien ici. Et donc aujourd'hui, on va parler ciné-concert, car tu as réalisé, produit énormément. J'ai même pas de chiffre tellement il y en a eu. 30 ou 40, ouais. 30 ou 40. Et t'es l'un des seuls gros producteurs avec ta société à faire autant de ciné-concerts en France. Alors je pense que là, oui, aujourd'hui on peut dire que je suis dans les top 3 de ceux qui en font énormément en France. Ouais. Super. Bah on va commencer l'interview alors. Et puis c'est parti, allons-y. Le ciné-concert, donc on diffuse le film, et c'est un peu un film luxueux, puisqu'en fait l'orchestre va accompagner le film via ses musiques. Donc on a vraiment l'orchestre sous le film, sous la projection du film. Nous, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. On aime plutôt aller sur des rétrospectives, prendre un film et jouer. Par exemple, si on prend Jurassic Park, on va jouer toutes les musiques à l'intérieur de Jurassic Park, et même d'autres, on va faire Lost World et tout ça. Comment ça t'est venu en fait cette passion de, j'allais dire, plus largement du ciné-concert, mais en fait de la musique de film? 2 souvenirs. En tout, le premier, c'est à l'âge de 5 ans et demi. C'est là où j'ai eu l'occasion de voir Les Dents de la Mer. Donc oui, j'étais un peu jeune, mais bon, voilà, j'ai eu l'occasion de le voir et je me souviens de cette musique de pam 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 pam. Et donc ça m'avait marqué. Et à l'âge de 8-9 ans, on m'a offert un magnétophone à cassette. J'étais ici, justement dans ce cinéma-là, quand j'ai vu la première de Batman, de Tim Burton, avec la musique de Danny Elfman. J'ai été impressionné par la séquence d'ouverture avec le labyrinthe qui représente le logo de Batman et la musique qu'il y avait autour. Et le lendemain, j'ai pris mon magnétophone et je suis directement allé au Pathé Player. Et j'ai séché l'école et j'ai enregistré le générique de début et je l'ai fait écouter à mes camarades en disant « Waouh, c'est formidable, c'est génial ». Et à partir de là, j'ai commencé à embellir cette cassette de plein d'autres musiques que je chopais, de films à la télé, de trucs, de toutes les musiques que j'aimais bien. En fait, tu as créé le lecteur MP3 avant l'heure. C'est ça, en fait c'est ça. Je commençais déjà à hacker les musiques, j'étais déjà le pirate des musiques et donc je prenais les musiques, donc on entendait les dialogues dessus, mais voilà, c'était mon moyen à moi d'avoir les musiques que j'aimais en ayant ma cassette. Et je me suis toujours promis plus tard soit d'être compositeur, soit de faire quelque chose de ce que j'avais dans la cassette. Au final, je ne suis pas devenu compositeur, mais je suis devenu producteur et voilà. Et donc, en fait, quel est ton rôle chez Overlook? En fait, est-ce que c'est toi qui fais la direction artistique de ces ciné-concerts? Quelle est ton envie, en fait, dans la création de ces concerts-là? Mon premier associé, avec qui je travaille depuis longtemps, c'est Johan Berger. Qui était avec moi sur Web Studio, qui était la boîte d'effets spéciaux qui avait fait les effets dans Bref, par exemple. Ensuite, j'ai Romain Dasnois, qui lui était un ancien de Japan Expo. Et on a Cédric Littardi, avec qui j'ai coproduit la dernière série avant la fin du monde, qui était un truc extrêmement vite fait entre nous et qu'on avait fait ça pour la fin du monde. Moi, mon rôle, comme les autres, c'est de produire, donc c'est de mettre tout en œuvre pour que l'événement soit extraordinaire pour les spectateurs. On est divisé. Alors, soit certains, selon les thématiques, va encadrer complètement la setlist. D'autres vont se charger de la lumière, des images. Et on va tous jongler en fait de poste en poste selon l'amour qu'on peut avoir pour telle ou telle licence. Par exemple, j'ai un de mes associés qui connaît très bien Final Fantasy.
Donc il va choisir un petit peu la setlist, dans quel sens il va faire telle ou telle chose. Là par exemple sur Dragon Ball ou Saint Seiya qu'on produit les Chevaliers Zodiac, là je vais m'occuper de toute la partie montage et de toute la partie effets spéciaux et lumière. Voilà, ça va dépendre un petit peu de chaque thématique et de ce qu'il va y avoir. D'accord, donc en fait vous êtes tous couteaux suisses. On est tous couteaux suisses, ouais, et en fait au final on laisse un petit peu la place à celui qui connaît vraiment bien l'univers, parce que il y a rien de mieux que la passion, quoi. Quel est le premier ciné-concert que tu as organisé ? Le premier ciné-concert, alors le premier concert, parce que, Oui. voilà, le premier concert qu'on a fait, c'était les 30 ans des studios Pixar au Palais des Congrès. C'est le premier qui s'était fait, donc on avait fait au Palais des Congrès avant de venir ici, nous installer ici. Et alors ce qui était assez marrant, on avait fait ça le jour J de la date d'anniversaire des studios Pixar. Pas de bol, c'est tombé un dimanche à 15h, puisqu'avec le décalage horaire, plus c'était en pleine Coupe du Monde, le lendemain de la fête de la musique, avec une grève de la SNCF. Donc je pense qu'on avait vécu vraiment tous les obstacles inimaginables, on les a tous vécus à ce moment-là. Et donc au final, après, ce qui s'est passé après ce concert-là était tout à coup beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on avait vraiment commencé avec le plus dur, et après d'un coup, tout semblait simple. On a rempli la salle, mais pas totalement. Et donc du coup, on a contrebalancé ça en invitant énormément d'enfants, défavorisés, tout ça, qu'on a fait venir, et on a rempli la salle comme ça avec ces enfants-là, et ça nous a fait bizarrement un bon coup de pub, alors qu'on pensait pas du tout à ça. Et maintenant en plus c'est ce que tu continues de faire, c'est qu'à chacun de tes concerts tu invites des enfants défavorisés. Toujours, ouais. Toujours. Dès que si je vois qu'on a de la place, c'est la première chose que je fais, c'est d'inviter des enfants défavorisés, ça peut être des adolescents, n'importe quoi, je les fais venir. D'une certaine manière, quand on a fait Pixar et qu'on a produit ce concert et que on a eu à ce moment-là cette petite peur avec tous ces obstacles-là, de les avoir dans la salle, de les voir rire, de les voir du coup être impressionnés par ce qu'ils voyaient, ça nous avait tellement fait du bien d'une certaine manière que c'était comme si je me devais de les remercier, parce que grâce à ça, du coup, ça nous a donné confiance pour en faire d'autres. Et du coup, voilà, maintenant, on les invite tout le temps à tous nos shows quand on peut le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment travaille l'orchestre ? Est-ce que c'est toi qui le choisis ? Et c'est quoi ton rapport avec le chef d'orchestre ? Alors oui, on travaille avec deux orchestres, mais principalement avec le Symphonia Pop Orchestra, on a rencontré en 2013. Et comment on travaille avec eux, ils vont des fois influencer sur la setlist. Des fois, ils vont dire tiens, tel morceau est plus dynamique qu'un autre, tiens, c'est une bonne chose. Pour le dernier concert qu'on a fait, Steven Spielberg, John Williams, ils ont vraiment apporté vraiment des petites idées. On a joué L'Aventure du Poséidon, qui était un film de 1972, donc c'était vachement chouette de faire ça. Avec le chef d'orchestre, on va travailler plein de petites choses, des petites idées de mise en scène, de pause des fois pendant une musique pour qu'il y ait une sorte de respiration et hop, on repart. C'est des petites choses d'accélération ou autre, et c'est ce que j'aime. Ouais. Alors, je vais citer quelques noms que je pense que tu connais à force. Joe Hisaishi, John Williams, Daniel Elfman. Ça se passe comment quand tu demandes à des compositeurs mondialement connus de jouer leur musique ? Ça peut être parfois long. Alors, le plus rapide, ça a été Daniel Elfman. Je sais, après, avec mon associé, on était allé à Los Angeles pour le rencontrer, pour discuter avec lui et par rapport à ce concert-là. Ils avaient déjà tout préparé. Ils avaient déjà quelque chose de très très précis en tête. Donc du coup, pour nous, c'était un petit peu, on met le tapis rouge, on prépare tout, mais il y avait vraiment, tout était déjà mis en place. Joe Hisaishi, c'est beaucoup plus discipliné en fait. C'est assez marrant. On sent vraiment une discipline sur les horaires, sur la manière de travailler. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, en fait, de très ouvert, de très très gentil. Et en même temps, dès qu'il est en train de diriger, on sent vraiment qu'il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il fait à peu près 1 heure de piano à chaque fois, tous les jours. Et c'est pas un truc hyper complexe, il joue les gammes, des trucs tout bêtes quand on est petit. Mais je me suis dit, wow, il fait ça en boucle et en boucle et en boucle, je pense, pour travailler ses doigts, sa dextérité. Cette rigueur. Cette discipline, cette rigueur qu'il a, elle m'a impressionné. Tu as invité plusieurs de ces compositeurs en fait, à venir conduire eux-mêmes les orchestres. Comment tu arrives à les convaincre et comment on arrive à dire à Joe Hisaishi et Daniel Elfman venez, en fait? Je pense que déjà, le vœu premier, c'est eux qui l'ont formalisé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils avaient envie de partager leur musique avec un public. Daniel Elfman, c'était son cas, et Joe Hisaishi aussi. Et comment il est, Daniel Elfman? Daniel Elfman, ce que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très gentil et qui est dans son monde. Des fois, je sens vraiment qu'il est dans son univers. Quand il y a un concert, hop, il se met dans un fauteuil comme s'il était spectateur. Il a dû voir 1000 fois l'orchestre jouer en boucle en boucle. Mais en fait, à chaque fois, il vient, il se met dans un fauteuil et il revoit et il retravaille en fait des petites choses en disant peut-être un peu plus rapide là, un peu moins rapide là, selon peut-être le public ou des fois des idées qu'il peut avoir. Donc c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui est le propre spectateur de sa musique en fait. Là aujourd'hui, donc on est au Grand Rex. J'imagine que de faire tes shows ici, c'est pas anodin.
Ouais, oui, parce qu'en fait, il y a 3 souvenirs que j'ai au Grand Rex. Le premier, c'est justement ce souvenir avec Batman. Le deuxième souvenir que j'ai, c'est tous les films de Disney que j'ai pu voir ici, puisque les premières se faisaient là, et aussi La Féerie des eaux, qui était magique. Et donc, ces 3 choses ont fait que je voulais vraiment revenir dans ce beau lieu. Et c'est devenu un peu ma deuxième maison maintenant. C'est ça qui est agréable, c'est de venir ici, de se dire, tiens, quand j'étais petit, ça m'impressionnait. Et aujourd'hui, ça m'impressionne toujours encore, parce que j'ai l'impression, c'est reposant d'être dans ces décors-là, je trouve, quand on est dans la grande salle. Et du coup, je me sens vraiment chez moi, ça me repose. Pour toi, pourquoi c'est aussi important de faire écouter le film que de le voir ? Alors, d'où la différence du ciné-concert. Le ciné-concert, j'avais vu un ciné-concert, mon tout premier ciné-concert de mémoire, c'était Ratatouille, je crois. Et je me souviens avoir passé mon temps à regarder pratiquement l'écran, comme si j'avais oublié l'orchestre. Et je me suis dit, c'est marrant, j'ai eu l'impression d'avoir vu un film et d'avoir eu le luxe d'avoir un orchestre en bas qui jouait, mais je n'ai pas regardé cet orchestre. Et d'une certaine manière, c'est ce qui a fait que je me suis dit, tiens, moi c'est ce que j'aimerais éviter, que les gens aient l'impression d'être allés au cinéma voir un film avec juste cet orchestre, mais qu'au fond ils l'ont vu, mais ils n'ont pas vu tous les corps de métier. Et donc du coup, ça nous a donné l'idée de filmer ces corps de métier. C'est-à-dire que quand on vient voir un concert, on a des images bien sûr, des extraits, tout ça, mais surtout on va filmer chaque instrument au moment où il va jouer pour que les gens puissent vraiment les identifier, la harpe ou les premiers violons. Et du coup, c'est vraiment de les mettre en avant pour voir le travail de chacun. En montrant ces corps de métier, on voit le travail de la musique, on voit le travail des musiciens. Et donc le travail de la musique, et ce qu'a fait le compositeur derrière, et le message qu'il a voulu faire passer. Bizarrement, en faisant ça, en filmant ces musiciens, quand on connaît bien le film, on se rappelle de la séquence. Oui. Et en se rappelant de la séquence, on a le film dans la tête, mais en même temps, nos yeux voient les musiciens jouer. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant que de voir l'image du film. Et du coup, avec nos yeux, de regarder le musicien et voir donc un orchestre, puisqu'il n'est pas filmé à l'écran, et de revenir et de regarder l'écran et de rester sur l'écran. Là, ici, du coup, on se rappelle. Si je fais on voit, on sent le requin qui va attraper. Donc on a l'image, le souvenir dans notre tête. Et donc du coup, de voir le musicien et de voir les mecs faire voilà, c'est ce qui fait et de voir le piano, tout ça, je pense que c'est ce qui fait la différence, où d'un coup on arrive à décrypter la musique et de voir l'intention et de voir quel instrument a été mis en avant pour cette séquence-là. Et c'est ce que je trouve que, là pour le coup, c'est un joli cadeau qu'on offre, de faire ce genre de choses, de proposer, de voir le travail des musiciens, celui d'un compositeur, et que tout ça soit lié à un souvenir, et de voir l'alliance entre les deux. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler de tes prochains projets musicaux, et si tu pouvais nous en dire plus sur ton projet avec Blade Runner. Ah, alors là, ouais, c'est un truc assez particulier, puisqu'en fait, c'est une première mondiale, c'est une coproduction, on avait vraiment envie de faire quelque chose d'assez fou. En fait, on va diffuser le film Director's Cut, donc de Ridley Scott, et en fait, on va jouer sur les 5 sens du spectateur. On voulait faire quelque chose qui aille au-delà de 3D, 4D, voilà, on voulait aller jusqu'à la 5D presque. Et pour créer ça, on s'est dit qu'on allait recouvrir déjà la scène, on va donc travailler sur la vue, recouvrir la scène d'un énorme écran. Mais que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait voir à 180 degrés. Et pour ça, on va utiliser des techniques comme le cam mapping, qui est donc la superposition d'images sur une structure, de l'hologramme et aussi des acteurs. Et donc, du coup, ça va permettre de voir vraiment que nos yeux se baladent partout et d'avoir un complément d'information que celui qui est dans le film. Par exemple, sur le test de Voight-Kampff, de pouvoir savoir exactement les questions qui ont été posées et de voir justement, de voir les réponses, comment elles sont assimilées par l'ordinateur et d'avoir tout ce complément d'information, tout ce qui est joué en hors-champ. On le verra maintenant. Pour tout ce qui va être auditif, on va avoir des sons additionnels. En plus, vraiment d'un Dolby Atmos où on va vraiment jouer en 360 degrés. Donc ça va être pour les gens, ils vont se dire des fois, tiens, j'entends des gens crier derrière. Ah mais non, mais c'est dans le film. Ah. Et donc du coup, vraiment de renforcer cet impact-là, donc tous les impacts de balles, justement de se dire, waouh, ça a explosé à côté de moi. Donc ça, c'est ce qu'on voulait renforcer. Ensuite, pour toute la partie touchée, on va renforcer toutes les conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bassin d'eau de 3000 litres d'eau pour tout, quand il pleut, quand il fait froid, quand il va y avoir aussi des flammes. On va vraiment reconstituer vraiment tous ces trucs-là pour avoir cette sensation de se dire mais ce qu'il y a dans le film, je le sens vraiment, quoi. On va aussi jouer sur l'olfactif. Sur certaines scènes de films, on va vraiment sentir l'ambiance. Il peut y avoir quand on est chez, voilà, exactement, quand on est chez Tyrell ou dans ce truc, dans 2-3 séquences qu'on a sélectionnées, on va vraiment avoir cette sensation d'être dans le bar de Taffy, par exemple. Tout ce qui va être justement le goût,
Alors je pouvais tricher en disant le coup de l'aventure, mais non, vraiment, on va reconstituer 1500 mètres carrés d'une des séquences du film. Vous allez pouvoir goûter tous les mets de lieu en question. Et donc, de vous dire que vous êtes à l'intérieur, avec cette fois tous les acteurs à l'intérieur du film Blade Runner, dans une des grandes séquences du film. Donc en gros, c'est vraiment d'utiliser tout ce qu'il y a dans le film, tous les hors-champs, tout ce que vous n'avez pas vu, les acteurs, toutes les techniques possibles. Le film dure 2 heures, ça va durer pratiquement 3 heures plus ce qu'il y a après, où vous allez avoir voilà, un spectacle énorme autour de ce film-là et vivre quelque chose de très fort. J'ai hâte de voir ça. Ce sera le 22 novembre, puisque c'est une date unique, c'est le 22 novembre 2019, parce que le film se passe le 22 novembre 2019. Donc on ne pouvait pas le faire le 23 ou le 21, et il se trouvait que le 22 novembre 2019, ça tombe un samedi. Donc c'était vraiment le coup de bol. L'alignement des planètes. Ah ouais, l'alignement parfait. Donc on s'est dit, voilà, c'est une date unique dans le monde. Et puis après, on fera la même chose avec d'autres films comme Akira ou Aliens. Et bah voilà, on ira de le jouer voilà, dans une seule date, à un endroit, à un moment bien précis. Bah, merci beaucoup Damien pour toutes ces réponses aux questions. Merci encore de nous avoir accueillis donc, dans ton deuxième chez toi. Et on se voit très rapidement donc, pour Blade Runner, pour Retour vers le futur et pour 1001... James Horner. James Horner. Voilà. Et donc pour tous les autres beaux projets. Merci, à très bientôt. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que ça vous motivera à faire plein de projets. N'oubliez pas de poser un like, de commenter et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Et vous pouvez aussi voir d'autres vidéos que j'ai faites. Elles sont pas mal. Ça fait passer le temps. On est bien.